Aujourd'hui, nous vous proposons une conférence sur les expéditions Citroën, mémoire et patrimoine dans les collections du musée du Quai Branly. Elle est présentée par Vincent Guiguenot, conservateur au musée du Quai Branly à Paris, et a été enregistrée le 15 septembre 2022 à l'Espace Franquin d'Angoulême, dans le cadre du Circuit des Remparts. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et tous. Merci à Émilie et à Sylvie pour leur accueil ce soir à Angoulême pour vous parler donc des croisières Citroën. Alors j'appelais ça les reliques, tout ce qui peut rester de ces croisières, aussi bien des restes matériels, immatériels. Je vous ai mis un peu le chemin qu'on va prendre. Je vais commencer par vous parler en quoi le Quai Branly est concerné par ces croisières. Ensuite, je ferai un peu une histoire de la mémoire, j'appelle ça une mémoire au garage, parce qu'on va se rendre compte qu'aujourd'hui, on rentre dans un cycle de commémoration de ces croisières. Qui commence avec la traversée du Sahara et qui pourrait aller jusqu'à la croisière jaune. Donc on peut aller jusqu'en 2031 pour faire des commémorations. Mais que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des moments, des temps forts et des temps faibles dans cette mémoire. Et voilà, je vais vous raconter un peu cette histoire. Et après, je vous parlerai de deux véhicules dont l'un est bien connu dans votre région, qui est le Croissant d'Argent. Vous savez qu'on fait ce qu'on appelle des biographies d'objets. On essaie de comprendre la trajectoire d'objets de collection. Et on découvre parfois, là aussi, que ils ont connu des trajectoires, ils ont été stockés, ils ont bougé. Donc, je vais vous raconter ces histoires. Et puis, à la fin, on se demandera, mais comment on peut re-raconter ces histoires aujourd'hui? Alors, on le fait dans le cadre de l'exposition que j'ai eu le plaisir de voir avant de venir. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces reliques? Comment on peut les réagencer pour raconter de nouvelles histoires. Alors pour commencer, comment je suis arrivé à cette histoire des Citroën. En fait, au musée, on y est arrivé par le cinéma. Une collègue nous avait proposé un cycle, une journée d'études sur ce qu'elle appelait le cinéma d'exploration. Donc tout ce cinéma des années 20, des années 30, et évidemment les films Citroën faisait partie du corpus. Alors pour la petite histoire, on a même projeté la croisière jaune au musée du Quai Branly. Et j'ai eu la veille ou 2 jours avant, j'ai un coup de fil de Henri-Jacques Citroën qui me demande si tout le monde peut venir voir le film. Alors je dis bien sûr, c'est ouvert. Et la salle du Quai Branly de cinéma est moins imposante que la vôtre. On a une centaine de places. Je pense qu'il y a bien un tiers de la salle, c'était la famille Citroën qui venait voir un film de famille, en fait. Puisque si vous l'avez vu, on entend André Citroën parler, et Art aussi d'ailleurs dans ce film. Donc voilà, donc nous on est arrivé par le cinéma. Et pour être honnête, j'ignorais totalement que le musée avait des collections, le musée du Quai Branly avait des collections aussi importantes que sur ces croisières. Et on va les découvrir un peu ensemble. Déjà pour situer la chronologie des 4 expéditions, puisqu'il y a 3 croisières et une traversée, la traversée du Sahara. J'ai d'ailleurs entouré, là, c'est une carte donc du trajet de la croisière noire, mais vous voyez qu'elle s'appelait au départ Expédition Citroën Centrafrique. C'est le film, c'est Poirier, le réalisateur, qui va la baptiser Croisière Noire. Et c'est sans doute coup de génie, puisque le mot croisière, évidemment, un potentiel d'évocation sans doute plus fort que expédition, raid, des mots qu'on employait à l'époque pour toute une série d'expéditions automobiles. Donc une chronologie que vous connaissez, donc avec quasiment ce centenaire de la traversée du Sahara. Donc on voit l'exposition en ce moment ici. Très vite, dans la foulée, une croisière noire. Quelques années plus tard, c'est pas très long chronologiquement entre la noire et la jaune, mais il se passe quand même beaucoup de choses, et on verra qu'il y a en particulier un événement important qui est l'exposition coloniale qui est quelque part dans cette chronologie. Et puis alors celle dont on n'entend jamais parler, qui est la croisière blanche,
C'est une chronologie courte, mais vous connaissez l'histoire automobile. Hein, Citroën, sa vie en tant que constructeur, hein, c'est 1919-1935, et ça se termine par sa mort en 1935 et la faillite de Citroën. Donc c'est quelqu'un qui arrive, André Citroën, par rapport à certains concurrents dont on va parler, donc Renault en particulier, qui arrive tard, hein, qui convertit son usine de Javel, qui produisait des obus, en production automobile, qui importe ce qu'on appelait les méthodes américaines de production et qui, comme on le voit, très vite lance des expéditions, fait éliminer la Tour Eiffel. Enfin, on connaît le génie marketing d'André Citroën. Il accueille Lindbergh quand il atterrit au Bourget, et Lindbergh va s'adresser aux ouvriers de Javel. Donc ça se passe sur une chronologie très très courte, et Citroën a donc ses traversées, ses croisières scandent cette histoire d'André Citroën. Alors ça c'est une première vue de Yakovlev, on va en voir quelques-unes. Voilà, je pense qu'on a tous en tête des images de ces croisières Citroën. La voiture, les chauffeurs, les chefs, la plupart moustachus avec le casque sur la tête, quelques autochtones qui sont souvent relégués au second plan dans des fonctions un petit peu de subalternes ou qui aident au bivouac. On voit déjà des animaux morts. Et si vous avez la chance un jour de voir le film La Croisière Noire intégralement, il y a au moins 40 minutes de carnage d'animaux. Faut s'accrocher quand on regarde le film. Et voilà, d'ailleurs, il y a le fusil de chasse. Et voilà, donc ça et puis vous avez la caméra de Poirier. Enfin, donc on a sur cette œuvre de Yakovlev déjà une sorte de tableau complet à la fois de ce qu'est la croisière et dans la manière dont la croisière se met en scène. C'est important parce qu'évidemment, et on le voit bien dans l'histoire de la traversée du Sahara, qui préfigure largement toutes les autres, la communication, on emploierait ce mot-là aujourd'hui, est complètement intégrée dans le dispositif dès le départ. On sait qu'on va ramener des objets, on sait qu'on va faire un film, on sait qu'on va écrire un livre, on embauche les gens pour ça. Et on le voit d'ailleurs dans l'exposition, hein, le Sahara préfigure absolument tout ce qui va se passer dans les deux autres croisières. Et c'est sans doute pour ça qu'on se souvient de ces croisières beaucoup plus que d'autres raids tout aussi importants du point de vue automobile et qui, alors évidemment, les passionnés, les gens qui vont à Rétromobile connaissent les 6 roues Citroën. Enfin, dans un milieu, on va dire, lié à la mémoire automobile, on va connaître ces histoires. Si on élargit le cercle à des gens qui ne sont pas spécialistes, on peut connaître la croisière noire ou la croisière jaune sans être fanat automobile. Donc ça veut dire qu'un certain nombre d'autres expéditions, et il y en a, mais dans tous les sens, hein, cette époque. Hein. Les Anglais font Cape to Cairo, vous avez des femmes qui font des raids automobiles, il y en a en Amérique du Sud. Enfin, c'est une histoire qui est déjà qui est très importante, mais les croisières Citroën, elles, ont une aura, une ombre portée beaucoup plus longue que ces autres expéditions. Donc là, voilà, vous voyez quelques là aussi reliques ou vestiges de ces 6 roues Citroën, et qui ont un dispositif qui est assez proche. Ils avaient aussi Henri de Kérillis, ils avaient un écrivain embarqué dans l'aventure pour raconter l'histoire. Donc la mission Gradis, qui est une mission qui peu ou prou fait le même trajet que les routes Citroën. Et on a, je crois que ça vient déjà du Quai Branly, là, cette affiche de Jeanne Thiel, qui montre au fond, qui dévoile quels étaient les enjeux ou les ambitions de ces raids, ces raids français, hein, qui partent du sud du Sahara et qui arrivent le long du fleuve Niger et qui mettent le clignotant à gauche, longent le fleuve et vont jusqu'au Tchad. Il y a plusieurs enjeux
dans ces missions, dans ces expéditions. Clairement, il y a un enjeu qu'on peut qualifier d'impérial, c'est relier les colonies françaises entre elles, faire la grande jonction que le train n'a pas été capable de faire, hein, par exemple, entre l'Algérie et l'Afrique subsaharienne. Vous avez toute une histoire des tentatives ou des rêves de liens ferroviaires de l'Empire. Il y a cette idée que l'Empire français existera aussi parce qu'il y aura des infrastructures qui permettront de relier l'ensemble des colonies entre elles. Ça, c'est une constante, on verra dans les projets de Citroën. Donc il y a une dimension stratégique, une dimension militaire, hein. Le raid Gradis, il est protégé par des avions. Si vous avez en tête les photos des véhicules Citroën, il y a des mitrailleuses dessus. Donc il y a aussi une dimension de transport, j'allais dire presque de transport de troupes. Ce qui est très très troublant quand vous lisez les archives liées à la Croisière Noire, c'est qu'une des raisons du trajet de la Croisière Noire, c'est qu'elle ne devait pas suivre tout à fait la route qu'elle a empruntée. Il y avait des problèmes de sécurité dans des zones où aujourd'hui se déroulent des conflits, dans la zone dite des 4 frontières. Si on reprend, voilà, je vais revenir sur ce trajet. Donc vous voyez, le premier raid va jusqu'à Tombouctou, enfin le raid Sahara va jusqu'à Tombouctou. Dans l'idée de Citroën, il voulait refaire ce trajet-là et retourner à Tombouctou. Sauf que l'armée lui dit c'est pas sûr. Il y a des raids, il y a des troubles, et l'armée lui déconseille d'aller à Tombouctou. On est quand même très très loin de l'armée islamique et de tout ce qui aujourd'hui crée des troubles dans la région. Mais c'est une zone qui est déjà marquée par l'insécurité. Oui, je vous remonte la carte parce qu'elle est assez spectaculaire. La Croisière Noire, vous voyez qu'il y a un tronçon commun dans la partie qui longe le Niger, Zinder, le Tchad, jusqu'à la frontière avec nos amis belges, jusqu'au Congo belge. Et puis après, vous voyez qu'il va y avoir plusieurs itinéraires. Hein. L'expédition va se scinder en divers groupes, avec comme point d'arrivée Madagascar. Donc vous voyez, on est bien dans l'idée de relier l'Algérie, Madagascar, via les colonies, toutes les autres colonies françaises, et puis aussi avec un dialogue avec les colonies belges et anglaises sur la route. Donc on est sur une sorte de géographie impériale qui se matérialise dans le tracé de cette croisière. Donc voilà, donc Renault avait donc ses propres projets. Donc enjeu impérial, enjeu militaire, politique, et puis on voit aussi touristique, hein, transport de personnes, tourisme le long du chemin. Il y a un article d'une historienne qui montre que c'était ça l'objectif aussi de Citroën, mais qu'il n'arrive pas à trouver les relais, les financements pour développer les points d'appui dont il avait besoin. Mais voilà, il y a tous ces arrière-pensées hein, qui apparaissent très bien sur cette affiche dans ces raids automobiles. Alors, pour revenir au musée du Quai Branly, hein, comme je vous disais qu'on soupçonnait pas, enfin en tout cas moi je ne soupçonnais pas la richesse des collections. Voilà quelques chiffres et la base de données du musée qui est intégralement accessible en ligne permet, si on tape Citroën, expédition de Citroën, de trouver tout ce qu'on peut conserver. J'allais dire, on a tout sauf la voiture et le film, et les films. Voilà. Tout ce qu'on peut trouver, le reste, on en a quelques exemplaires, c'est-à-dire toute une série d'objets qui ont été rapportés par les 2 croisières, jaune et noire. Énormément d'images et d'albums. On a des albums photographiques extrêmement riches. Les archives de Hart qui ont été déposées au Quai Branly. Alors, j'ai mis un double héritage. Alors ça, c'est des abréviations. Si vous connaissez l'histoire du Quai Branly et de ses collections, le Quai Branly, né de la volonté du président Jacques Chirac, inauguré en 2006, a hérité des collections de 2 musées.
le musée national des arts d'Afrique et d'Océanie, donc le musée qui était à la Porte Dorée, qui s'est appelé Musée des colonies, Musée de l'Outre-mer, Musée des Outre-mer, et donc Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie. Hein, c'est Malraux qui lui donne ce nom dans les années 60, au moment des indépendances. Alors, on hérite de la Croisière Noire par ce musée de la Porte Dorée. Et puis, une bonne partie aussi des collections du musée viennent du musée de l'Homme. Et le musée de l'Homme, lui, était le dépositaire de collections liées à la Croisière jaune. Donc, au fond, on a un double héritage des deux croisières Citroën par les deux musées dont nous avons les collections. Et puis, alors, j'ai appelé ça une exposition fantôme. J'y reviendrai parce que ça concerne quelqu'un d'Angoulême, un conservateur de musée d'Angoulême. Il y a eu, à la fin des années 90, un projet d'exposition sur à la fois l'expédition, la traversée du Sahara et la Croisière Noire. Et je l'ai appelée l'expédition fantôme parce que c'est une expédition qui n'a, lapsus, une exposition, qui n'a jamais été ouverte. Elle a été arrêtée quelque temps avant, mais on trouve beaucoup d'archives qui préparaient cette exposition, qui sont dans nos collections également. Alors, voilà, juste pour vous donner un petit, vraiment très rapide, hein, je prends deux objets, puis après on verra un certain nombre d'images. Voilà typiquement le genre de collection qu'on a. Alors, vous voyez, c'est les fiches un peu inventaire du musée du Quai Branly. Donc, il y a énormément d'objets liés au théâtre chinois. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu le film La Croisière jaune, certains d'entre vous? Parce que normalement, il a été restauré, donc on peut le voir relativement facilement. Et donc, vous avez à la fin toute une scène de théâtre. Et si vous êtes attentif aux images du film, en fait, vous allez retrouver les objets que vous voyez dans le film. Vous allez les retrouver dans nos collections, puisqu'ils ont été collectés par l'équipe de Citroën. Donc, il y a vraiment une dimension de collecte ethnographique qui est assumée dans ces missions. On a un débat d'ailleurs avec des collègues du Quai Branly. Vous savez qu'on considère que la première grande mission scientifique, c'est la mission dite Dakar-Djibouti, qui démarre en 1931, donc qui est postérieure aux croisières Citroën. Et je dis à mes collègues, il y a quand même une inspiration extrêmement nette des croisières Citroën dans la préparation de la mission Dakar-Djibouti. Et on voit bien chronologiquement d'ailleurs l'antériorité de Citroën. Un autre objet tout à fait, alors lui assez spectaculaire, qu'on avait exposé, on avait fait une petite vitrine dans la bibliothèque du musée. Donc un casque d'initié de la culture Bambari. Donc là aussi, vous voyez, donateur musée Citroën. Je reviendrai sur ce qu'était ce musée Citroën. Mission de la Croisière Noire. Et vous voyez que là, c'est l'autre branche des collections qui nous a permis d'avoir cet objet assez spectaculaire. Donc, l'intérêt des collections, c'est qu'on peut retrouver d'autres sources. Là, c'est une carte postale, mais vous avez cette scène de danse rituelle de la Ganza. C'est un des épisodes du film La Croisière Noire. Donc vous pouvez, en fait, avec les archives, entre les archives, les objets, les films, retrouver, il y a vraiment une grande cohérence entre ce que vous pouvez avoir comme objet dans vos collections, les images, les photos et le film, où vous allez retrouver le rituel associé à cet objet. Alors, je reviendrai sur l'usage qu'on peut faire du film aujourd'hui, la Croisière Noire, plutôt en conclusion. Alors voilà, ça c'est une planche photographique de ces albums dont je vous ai parlé, qui représente deux personnages relativement connus, qui sont sans doute ceux par qui on connaît aujourd'hui les croisières Citroën. Donc Alexandre Yakovlev, le peintre, vous avez certaines de ses œuvres exposées au musée d'Angoulême. Donc qui va être le peintre attitré donc des croisières noires et jaunes. Et puis Léon Poirier, qui est le cinéaste
de La Croisière Noire, et le monteur, il va faire le montage du film La Croisière Jaune, j'y reviendrai. Donc ces deux artistes donc, font partie intégrante de la mission, au même titre que les mécaniciens, que Hart, que Audouin Dubreuil, puisqu'on veut absolument documenter le voyage, documenter l'expédition. Et donc, on fait appel à ces deux artistes. Léon Poirier, c'est quelqu'un qui avait travaillé pour la Gaumont, qui est le neveu de Berthe Morizet. Donc, mes collègues qui travaillent sur sa biographie disent qu'il traverse dans les années 20 une crise personnelle, un peu mystique. Et souvent, dans ces cas-là, le désert constituait un lieu d'appel. Il y avait une très grande mystique du désert, on voit dans votre exposition, dans les années 20, dans les années 30. Et Poirier fait partie a été attiré par le désert, par les paysages exotiques. Et au fond, après La Croisière Noire, il va continuer dans cette veine. Il va faire un biopic, on dirait aujourd'hui, de Foucault, du père de Foucault. Donc il y a une dimension presque mystique et de rédemption cinématographique dans le fait qu'il s'engage dans les projets de Citroën. Alors, comme je vous disais, il y a une préméditation dans les projets d'expédition. On sait qu'on va, au retour de l'expédition, organiser un certain nombre d'événements pour raconter, pour partager l'expédition, pour partager l'aventure. Là, j'ai choisi une affiche là, qui est dans nos collections pour une exposition donc, de Yakovlev. Vous voyez, peintre, dans la marine, ils ont des peintres officiels, lui, c'est presque la même chose, peintre attaché à l'expédition Citroën. Et puis, vous voyez le même dessin de Yakovlev sert d'affiche pour le film La Croisière Noire. Alors, là, c'est dans la version belge. C'est vraiment très intéressant de regarder, d'essayer de détailler tout ce que nous apprennent ces documents liés aux projections. Par exemple, il y a une dimension sonore qui est très importante. On est en 1926. Alors le cinéma, on va dire que le cinéma est muet. C'est pas tout à fait vrai, non, parce qu'il est accompagné par des orchestres. Et alors, on n'a pas encore réussi à mettre la main sur les partitions, sur les œuvres qui avaient été composées. On a juste des éléments qui sont des enquêtes pratiquement ethno-musicologiques menées par Poirier, un chant de piroguier. Il y a aussi la fameuse berceuse de l'éléphant. Il visite un endroit où on élève des éléphants et on voit quelqu'un qui prétend endormir les éléphants. Et donc, évidemment, Poirier retranscrit ce qu'il appelle la berceuse de l'éléphant. Donc, on a des bribes comme ça, des éléments sonores. Je vous dis ça parce que on avait travaillé sur le film avec des collègues, et on pourra en reparler si vous le souhaitez, mais c'est une expérience assez particulière de regarder le film La Croisière Noire. Ça dure 2 heures. C'est un film de 1926 assez marqué par un contexte de propagande. Et la question, c'est si vous le regardez pendant 2 heures dans le silence absolu, vous n'êtes pas dans les conditions de réception de l'œuvre qui étaient celles des publics des années 20. Et donc, dans le cadre de ces journées d'études qu'on avait montées au musée, on était en partenariat avec la Fondation Pathé. Et la Fondation Pathé-Gaumont, ils ont un endroit où ils demandent à des pianistes d'accompagner les projections. Et donc, on avait eu une projection de La Croisière Noire avec une improvisation au piano, alors, ce qui change, qui n'est pas la musique d'origine, mais qui donne déjà une idée plus juste de la manière dont on peut s'approprier l'œuvre aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est important parce qu'il y a, je vous dis, il y a une dimension impériale dans le projet et donc dans le film. Si on regarde à nouveau la carte que vous retrouvez là en bas à droite, il y a un jeu assez subtil de comparaison ou d'appel à l'amitié de toutes les puissances coloniales, en particulier franco-belges. Il y a des scènes dont on pourra reparler qui sont tournées au Congo belge.
dont on connaît l'histoire tragique par ailleurs. Et donc c'est pas par hasard que le film va être montré également en Belgique. On a aussi des versions italiennes. On a le film a été. Alors c'était des projections à chaque fois exceptionnelles et de gala, des événements, puisqu'il fallait mobiliser un orchestre pour pouvoir accompagner le film. Alors dans un autre registre, c'est assez connu. On retrouve le tableau que je vous ai montré en introduction. Tout de suite, l'expédition La Croisière Noire revient. On organise donc des expositions pour partager avec le public l'aventure. Et là, on a là aussi une partie des éléments qu'on va retrouver. On ne retrouve pas tout dans les collections. Par exemple, ce qui a le plus disparu, c'est les animaux naturalisés. Alors, il y en a quelques-uns. Si vous êtes allé à Saint-Jean-d'Angély, on en trouve. Mais vous voyez qu'on va mettre en avant le véhicule, des objets ethnographiques, des animaux naturalisés, parce que la dimension de la chasse est très très importante. Parmi les éléments de promotion touristique, il y a l'idée que l'Afrique, il faut lire le livre de Guillaume Blanc qui s'appelle Le colonialisme vert, c'est-à-dire que l'Afrique est transformée en parc et les Blancs vont les chasser dans les parcs. Et c'est exactement ce qu'on voit dans la Croisière Noire de Poirier. Donc on montre vous avez en particulier l'hippopotame, dont on voit le massacre dans le film. Donc on expose au pavillon de Marsan toute une série d'objets, et en particulier on met en majesté la voiture. Alors je vous ai dit qu'il y avait un moment important, donc retour de la Croisière Noire, et 1931, exposition coloniale. Alors, on connaît cette grande exposition, mais quand vous regardez, tous les sujets étaient abordés. Vous aviez des colloques, des conférences, tout ce qui concernait les colonies et les empires ont fait l'objet de rencontres tout au long de l'exposition. Et en particulier sur la question des transports et de l'automobile, il y a eu beaucoup de conférences. Et plus que des conférences, il y avait même des stands. Citroën et Renault avaient leur pavillon au sein de l'exposition coloniale. Ils faisaient d'ailleurs partie de la liste de ceux qui étaient critiqués par les anticolonialistes, par les surréalistes qui publiaient des manifestes contre l'exposition coloniale et qui citaient l'alliance en gros du capital, du casque colonial et du goupillon, pour faire court. Donc Citroën a son pavillon, et vous voyez que vont être exposés les chenilles, donc les véhicules eux-mêmes, et puis les magnifiques collections, c'est marqué, d'animaux et d'insectes. Donc et puis vous voyez le texte qui va avec, l'automobile auxiliaire indispensable aux colonisateurs modernes. Tout ce qui est en débat dans les questions, dans les colloques qui traitent de la question des transports pendant l'exposition coloniale, c'est d'évaluer le rôle que chaque mode de transport peut jouer dans la construction au sens des infrastructures des colonies, avec l'antériorité du chemin de fer, mais les difficultés qu'on connaît, l'automobile et l'avion qui passent alliance pour essayer de dépasser tout ça. Mais c'est bien de ça dont il est question. Alors ce qui est intéressant, si vous lisez ces documents, c'est qu'en 1931, on considère que ce temps-là est déjà passé. C'est que le temps des expéditions, que la Croisière Noire, tout ça, ça renvoie à un passé colonial qui pourtant n'est pas si lointain, mais aujourd'hui, de 1931, l'enjeu, c'est la construction de routes, c'est le développement des infrastructures. Et donc, on dit que le temps des pionniers est passé, et qu'il faut développer l'automobile en Afrique. Alors, voilà ce qu'on peut trouver. Voilà, ça c'est un diorama qui était présenté à l'exposition coloniale. Donc là, c'est parmi les scènes les plus pénibles à la fois du film, et donc c'est les scènes avec ce qu'on appelait à l'époque des pygmées.
Donc vous voyez, ça n'a pas grand-chose à voir avec le monde automobile, mais c'est par contre tout à fait représentatif de la manière dont on met en scène, on fait des dioramas, on transmet au public ces mondes exotiques auxquels personne n'a accès. Il n'y a pas de tourisme, très peu de gens connaissent les colonies. Et un des enjeux justement des expositions, c'est de partager ce monde avec un public qui lui reste en métropole. D'où l'importance des expositions, du cinéma, des dioramas, et auxquels contribue Citroën. Donc on est en 1931. Donc pendant qu'on expose la croisière noire à l'exposition coloniale, eh bien se déroule la croisière jaune. Avril 31 et février 32. Donc, alors là, on la connaît aussi pour les difficultés diplomatiques. On contourne la Russie. Il était question d'aller. Il y a eu une intense activité diplomatique pour essayer de passer par la Russie. Finalement, ça va pas se faire. Vous voyez que ça va s'arrêter. En fait à Pékin. Alors que ça devait aller jusqu'en Indochine. Et là aussi, l'idée du récit, c'est de partir de Beyrouth, donc protectorat français, pour arriver en Indochine et donc de relier là aussi symboliquement par la route l'Empire. Donc ça, c'est et en passant là aussi par essentiellement l'Empire britannique. Donc cette croisière jaune, elle reprend exactement les mêmes modes opératoires que la croisière noire, c'est-à-dire défis automobiles, cinéma, collecte, et auquel vous rajoutez la présence d'un conservateur du musée Guimet, la présence de Teilhard de Chardin. Donc il y a un casting, on va dire, pour accompagner. On ne fait pas seulement rouler des voitures avec des mécaniciens et Art et Audouin Dubreuil. Il y a vraiment l'idée de rendre compte des paysages qu'on traverse et de partager ça sous tous les modes possibles, c'est-à-dire la littérature, le cinéma et les expositions. Alors vous savez que la croisière jaune elle est marquée quand même d'une manière un peu tragique. Art meurt avant la fin et donc l'expédition s'arrête. Victor Point, qui est un de ses adjoints, se suicide en revenant parce que sa femme l'a quitté pendant la traversée. Enfin, il y a pas mal de morts autour de la croisière. Et puis, alors là aussi, le film. Voilà, je vous ai parlé du film. Là, il est projeté, je crois que ça doit être à la Sorbonne, La croisière jaune. Alors, le film est projeté en 1934. C'est intéressant parce que ça a un impact encore dans la manière dont on peut le montrer aujourd'hui. En fait, je vous ai dit que c'était Léon Poirier. Alors, c'est pas Léon Poirier qui est l'opérateur. Il n'est pas sur la croisière elle-même. Il y a des opérateurs. Il y a une voiture cinéma, comme il l'appelait. Il y avait du son direct. Il y a des enregistrements qui sont faits. Il y a une voiture radio, mais également donc des enregistrements. Et le film, il y a certain André Sauvage, qui est un cinéaste, qui lui accompagne donc la croisière. Alors ça, c'est aussi une piste pour la recherche parce que, au fond, Poirier comme Sauvage faisait le film officiel que Citroën voulait ou qu'il croyait, dont il espérait qu'il rencontre les attentes de Citroën, et il faisait des films pour eux en parallèle. On a retrouvé un récemment à l'ECPA de Poirier, un film qui n'est pas un film, c'est un passage qui n'est pas dans la croisière noire, mais qui pourtant est complètement, c'est vraiment Poirier qui l'a tourné. Il a tourné, en fait, il y a plein de petits films annexes, un peu comme Castelnau pour la traversée du Sahara. C'est-à-dire qu'en fait, on efface, non pas, il y a un grand film qui est une sorte de colonne vertébrale, et puis vous avez une myriade de petits films autour, dont on retrouve parfois des traces. Et là, ce qui va se passer, c'est que Sauvage, quand il va présenter son premier montage à Citroën, et à Bernard Nathan, parce que Pathé est coproducteur sur ce film-là, et le film ne va pas du tout plaire à Citroën et à Nathan, donc ils vont virer Sauvage et demander à Poirier de remonter le film. Ça a quand même des conséquences parce que quand vous passez aujourd'hui encore la croisière jaune, vous recevez une lettre d'un huissier qui vous dit que les héritiers de Sauvage contestent la paternité du film.
Ça a longtemps d'ailleurs freiné la restauration, parce qu'il y a une, si vous allez lire la notice Wikipédia dans Reste Sauvage, c'est marqué que c'est Citroën qui brise sa carrière parce qu'il refuse le montage de la croisière jaune. Donc c'est toujours intéressant, ou ça peut parfois être un peu pénible, mais des choses qui ont été des conflits des années 30 ont encore aujourd'hui une influence sur la manière dont on pouvait montrer ou pas un certain nombre d'œuvres. Donc c'est le cas de ce film. Donc il va être montré en 1934. Alors il est montré, mais c'est déjà la crise économique. Vous savez que cette crise va être particulièrement violente pour Citroën, qui va, alors bon, déjà il meurt en 1935, mais l'entreprise, elle, fait faillite, est rachetée par Michelin, et c'est la fin de cette première période où l'entreprise et ses entreprises cinématographiques et d'expédition marchent de conserve. Ah oui, je vous ai parlé du fameux musée Citroën. En fait, c'est un lieu qui était donc pas très loin, vous voyez, de la place de l'Europe, donc pas très loin des gares de Paris, là, et qui, derrière Saint-Lazare, là au-dessus de Saint-Lazare, et qui était voilà, une sorte de showroom, pour employer, vous savez que Citroën et Renault donc avaient déjà des showrooms sur les Champs-Élysées. Enfin, on mettait les voitures en majesté, mais il y avait non seulement les véhicules, mais il y avait également les objets des croisières et les films qui passaient. Donc vous aviez tout ça, vous voyez, une exposition technique, cinéma, documentaire, puis musique et bar, enfin une espèce de lieu total dédié à l'automobile et aux expéditions. Donc c'est là que, en fait, c'est ça qui est appelé le musée Citroën. Voilà. Et je suis désolé pour la qualité de la photo. Vous retrouvez le masque que je vous ai montré tout à l'heure, pour vous. Comme ça, on a une traçabilité des objets. Et donc vous aviez, là c'est au retour de la croisière jaune, dans cet espace Citroën, dans ce musée donc. Toutes les collections étaient présentées. Et c'est ça qui explique aussi comment le musée de la Porte Dorée, donc le musée des Outre-mer déjà à l'époque, ou encore le musée des colonies, il change de nom en 1935, récupère ses collections, puisque Michelin n'a pas du tout envie de garder ses collections ethnographiques, enfin tout ce qui a été rapporté. Et donc, dans les archives du musée, on a les courriers entre le liquidateur de Citroën de l'époque et le conservateur du musée de la Porte Dorée, à qui on dit, écoutez, si vous voulez récupérer les objets, nous, on n'en fera rien. Donc voilà comment la collection est arrivée à la Porte Dorée et donc maintenant au Quai Branly en partie. Donc ça clôt quand même un épisode où on va plus du tout entendre parler des croisières Citroën pendant de nombreuses années. Pourquoi est-ce que... Alors, je vous montre quand même ces ouvrages-là. Il y a deux livres. Il y a La croisière noire et puis La croisière jaune par Georges Lefebvre. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder les rééditions de ces livres et dans quelle collection on va les retrouver. Ça fait l'objet d'éditions assez luxueuses dans les années 30, au moment des croisières, et puis après ça va passer en littérature jeunesse, en littérature d'aventure. Donc même dans les moments un peu creux de cette mémoire des croisières Citroën, on peut encore trouver des exemplaires, des livres qui vont circuler, ou avec des nouvelles gravures. Il y aurait sans doute toute une histoire des éditions successives de ces livres à faire. Mais parfois, c'est la seule chose qui reste de l'histoire. Il n'y a plus de musée Citroën, les films ne sont plus visibles. Donc c'est ce que j'appelais la mémoire un peu rangée au garage, là, où il n'y a plus de lieu vraiment... puisque je parlais du musée de la Porte Dorée. Le musée de la Porte Dorée, musée donc d'art d'Afrique et d'Océanie, avait un espace dans lequel étaient présentées les collections, et puis au fur et à mesure, et en particulier au moment des indépendances, dans les années 60, on enlève ces collections. Clairement, la mémoire des croisières, disons l'image des croisières est associée à l'épopée coloniale et impériale française. Et clairement, après la Deuxième Guerre mondiale, on est en phase de décolonisation. Donc, ces récits ne présentent plus l'intérêt, en tout cas, qu'ils pouvaient avoir dans les années 30. Donc, on les oublie un petit peu.
Et c'est le monde automobile Citroën qui va les réanimer. Et il y a un personnage vraiment important qui va contribuer à raviver la mémoire des croisières. Alors je ne sais jamais si on prononce Wolgenzinger ou Wolgensinger, j'ai toujours un doute, je n'ai pas eu la chance de rencontrer ce monsieur. C'était, on va dire, le directeur de la communication de Citroën. Et on est là, en gros, après la fin de la décolonisation, après la guerre d'Algérie, on est dans les années 60, où là, le phénomène automobile devient un phénomène massif en France, où l'automobile devient beaucoup plus accessible et où on commence à se lancer dans des raids automobiles avec des petites voitures. C'est l'époque où Jacques Séguéla fait le tour du monde en 2 chevaux, par exemple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jacques Séguéla, il raconte ça dans ses mémoires, il va voir Citroën pour essayer d'avoir du mécénat, pour dire, regardez le parcours, le début, ça reprend la croisière, tout ça. Il se fait jeter. Il dit non, Citroën ne s'intéressait pas à ça. Et puis c'est donc Jacques Wolgensinger qui va lui dire si c'est intéressant de reparler de ces croisières parce qu'à cette époque, c'est l'époque de tous les raids qui sont organisés. Alors là, j'ai pris Liège, Dakar, Liège, mais ça pouvait aller jusqu'en Iran. Enfin, vous connaissez cette histoire de tous ces raids automobiles qui sont extrêmement nombreux. Mais alors, vous voyez, c'est plus les raids un peu militaro-scientifiques des années 20 et des années 30. On est plutôt dans un esprit d'aventure pré-68 art. Et donc, ce livre Raid Afrique, qui raconte une de ces épopées, comprend un chapitre initial qui clairement met ces raids des années 60 dans la filiation des croisières Citroën, en disant finalement, les croisières Citroën, c'est l'ancêtre de ces raids automobiles. On marche dans les traces des aventuriers Citroën des années 20 et des années 30. Et ils ne se contentent pas ça c'est pareil, les archives sont intéressantes, ils ne se contentent pas de faire du copier-coller de ce qu'il y a dans les livres précédents. Il fait vraiment chercher des archives et il écrit des textes un peu originaux pour essayer de re-raconter cette histoire-là et de la relier avec ces nouveaux raids automobiles des années 60. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe à nouveau dans un moment où ça va pas très bien pour Citroën, puisque vous savez, ils vont être absorbés par Peugeot en 1976, et que Javel va fermer début des années 80. Donc, on est dans un moment un peu de nostalgie pour Citroën. On se souvient de ces périodes glorieuses qu'évoquent les croisières, dans un moment où ça va mal, puisque Citroën n'a pas de véhicule moyen de gamme, donc il y a la DS présidentielle, mais ça suffit pas. Et donc c'est un moment intéressant où on joue sur le côté un peu vintage et de la marque pour essayer de la sauver. Et on se souvient tout à coup là de ces histoires des croisières. Alors évidemment, on voit là aussi comment le Paris-Dakar 78, lui aussi, va souvent évoquer l'antériorité des croisières pour dire, il suffit de regarder le trajet, tout simplement, pour montrer cette filiation, cette continuité entre les croisières Citroën et les raids d'aventure. Le Paris-Dakar étant le plus connu, mais ceux d'avant faisaient aussi explicitement référence aux croisières. Alors pour ceux qui, comme moi, regardaient la télé dans les années 70, je dis les années 70, c'est un peu le réveil de 60-70, le réveil des croisières, et ça passe par cette série qui raconte la croisière jaune, en fait. C'est la cloche tibétaine, qui commence avec une scène dans laquelle on voit André Citroën qui dévoile le parcours. Donc, c'est toujours autour de la petite équipe Wolgensinger et autres que se construit cette adaptation, avec Coluche dans l'un de ses premiers rôles, enfin un casting qui est plutôt intéressant. Musique Georges Delerue, Godard est mort, on se souvient que c'est lui qui avait fait Le Mépris. Donc cette série a eu un succès de la télévision des années 70 et donc contribue à remettre au goût du jour les croisières.
Et alors, je vais dire que depuis, ça n'en finit pas parce que, on va dire, voilà, depuis les années 70-80, avec la montée du patrimoine automobile, le goût pour les véhicules anciens, Citroën et ses autochenilles sont régulièrement mis à l'honneur. Là, c'était vraiment la toute dernière. Là, c'était quelques semaines avant nos projections de la croisière jaune des films au Quai Branly, où il y avait cette croisière dite à l'ouest. C'était pour les 80, le centenaire de Citroën, où vous aviez un certain nombre de véhicules. Alors on distribuait aux gens un petit fascicule qui racontait l'histoire des croisières. Donc là, où on fêtait le centenaire de Citroën à travers un certain nombre de véhicules prestigieux, et en particulier des autochenilles de collection ou reconstruites. Et c'est là que je vais... peut-être avant, oui, pour dire, voilà, il y a des événements, enfin, si on commence à mettre une alerte croisière Citroën sur Google, vous allez avoir on va vous informer qu'il y a quand même beaucoup de collectionneurs, il y a beaucoup de choses qui circulent. Je ne vais pas dire qu'il y a un marché, mais enfin, il y a beaucoup d'intérêt pour les objets liés aux croisières Citroën. Et donc là, c'était il y a un peu plus d'un an, donc la dispersion d'une collection assez importante, qui est celle d'Éric Deschamps, qui alors là aussi était composée de tout, quoi. Il y avait des véhicules, il y avait des photos, il y avait des objets, il avait accumulé un certain nombre une collection tout à fait impressionnante et qui avait été exposée donc à Paris et dispersée. Et je crois que le musée de Saint-Jean-d'Angély avait à cette occasion pu faire de belles acquisitions. On peut encore trouver des reproductions, des facsimilés de bouchons, de radiateurs. Ça avait été François Bazin, un sculpteur connu dans les années 30, à qui Citroën avait commandé un bouchon de radiateur. Il y en a quelques-uns dans votre exposition aussi. Il y a beaucoup de bouchons de radiateurs avec des animaux exotiques et des choses comme ça. Là, c'est une personne. Donc ça, c'est un fameux profil de la femme Mangbetu. Alors là, une image qui a circulé, qui circule encore énormément. Si vous regardez le film Black Panther, vous remarquerez que la reine a exactement un chapeau qui reprend la forme de celui de la femme Mangbetu. Et donc il y a une circulation matérielle avec des objets soit des facsimilés, soit des objets originaux. Et puis vous avez une circulation de ces images, y compris cette silhouette qui est fortement réappropriée dans la culture afro-américaine. Vous avez un clip de Beyoncé dans lequel, là aussi, elle reprend cette coiffe. Mais je vais continuer à accélérer pour juste raconter deux histoires automobiles, puisqu'on est à Angoulême avec le circuit. Donc, ce sont les deux véhicules que vous connaissez bien, mais qui ont des destins assez différents, qui sont le Scarabée d'or et le Croissant d'argent. Donc le véhicule amiral de Georges Hart et puis celui de Georges Aubin du Breuil. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand je disais que tout avait commencé avec le Sahara et que le Sahara annonçait tous les dispositifs de communication qui allaient être utilisés pour la croisière noire, on a vu l'exposition au pavillon de Marsan avec le véhicule en majesté, mais en fait ça avait commencé plus tôt avec le Scarabée d'or, donc qui avait été, après la traversée du Sahara, exposé aux Invalides au musée de l'Armée. Alors si vous allez au musée de l'Armée aujourd'hui, vous n'allez pas le trouver. C'est l'escalier où il était exposé, on le reconnaît bien, mais la voiture n'y est pas. Pourquoi est-ce que le musée de l'Armée avait tenu à exposer ce véhicule? Comme je vous dis, c'est des expéditions militaro-scientifiques.
Les véhicules sont armés. On ne se déplace pas dans la région sans en rendre compte à la fois au ministère des colonies et aux armées. Et c'est l'époque où aussi on fait rentrer dans les collections le petit char Renault, et où on veut montrer que les industriels, l'automobile française a contribué à la victoire. Et là, on retrouve d'ailleurs les chenilles comme celles du char Renault. Donc l'armée trouvait tout à fait légitime d'exposer dans les années 20 ce véhicule. Vous voyez, ça c'est carte postale, on en fait des cartes postales. Donc l'auto-chenille Citroën, telle qu'elle était présentée. Alors elle était très complète d'ailleurs, vous voyez qu'il y avait tous les accessoires. Je parlais des armes qui sont présentes. Donc voilà comment l'objet était présenté au musée de l'armée. Et on inaugure une plaque. Alors ça par contre, vous pouvez encore la voir au musée de l'armée. Donc ça, c'est au moment du retour de la croisière jaune. C'est inauguré en 1933. Il y a aussi un hommage à Art qui est rendu à cette occasion. Et vous voyez, voilà, on célèbre, on oublie la croisière blanche, parce que d'abord, chronologiquement, elle arrive après. Et c'est très intéressant ce monument parce que il rend hommage donc à Art, qui est toujours écrit plus gros que Audouin Dubreuil dans cette plaque. Et on dit que voilà, ce sont des voyages scientifiques, techniques, ethnographiques, archéologiques, donc avec toute cette dimension scientifique de ces expéditions. Alors, puisqu'on me l'a demandé, parce que vous reconnaissez le tableau dont vous avez des esquisses dans l'exposition de Bouvet de Montel, qui est exposé alors ça c'est le tableau qui est au Quai Branly, qui avait été exposé dans l'exposition Peinture des Lointains et qui vient lui aussi via le musée de la Porte Dorée. Il était exposé à la Porte Dorée. Donc là maintenant il est dans nos collections et vous avez une des esquisses qui est présentée dans votre exposition en ce moment. On voit qu'il a légèrement pivoté, mais que c'est bien la même idée. Et donc c'est ce tableau qui avait servi, vous voyez, de modèle pour le monument que vous trouvez aux Invalides. Après la Deuxième Guerre mondiale, le musée de l'armée se désintéresse en fait du véhicule et écrit à Citroën pour demander alors ils avaient aussi un véhicule de la croisière jaune, et donc dans les années 50, les véhicules repartent chez Citroën. Donc le musée de l'armée écrit en disant nous on n'en veut plus, allez hop, enlevez-moi tout ça. Et donc vous voyez là le scarabée d'or, sans doute à Javel au milieu des années 50, peu de temps après qu'il ait été rapatrié. Alors c'est nettement moins fringant que dans la version exposée aux Invalides. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de ce véhicule, vous avez sa réplique qui a été faite donc, par une association qui s'appelle Des voitures et des hommes. C'est une histoire tout à fait intéressante parce qu'ils ont littéralement cloné le véhicule qui est chez Citroën. Ils ont reconstitué. Alors il y a eu des milliers d'heures d'étudiants des arts et métiers dans plusieurs écoles. Enfin c'est très intéressant de voir la passion qu'ont mis ces jeunes des écoles des arts et métiers pour faire de transformer la relique en réplique, une réplique roulante que vous pouvez voir très très régulièrement, voilà, dans des. Alors ça, je ne sais pas si c'est rétromobile, enfin je pense que c'est rétromobile. Vous voyez le véhicule. Alors leur projet était de refaire une traversée à partir de décembre 1922. Il y a un très beau texte d'un des animateurs qui dit « Où serez-vous le 22 décembre 2022 ? Nous, on sera sur la ligne de départ pour refaire la traversée. » Alors, je crois que les conditions de sécurité dans le sud algérien se prêtent pas trop à ce que ça puisse se faire. Quant à aller du côté du Mali, il n'en est même pas question. Donc, je pense que le projet va pas aboutir. Mais vous voyez, il y avait aussi l'idée que Citroën mette des véhicules, refasse la traversée avec des véhicules électriques, donc d'allier l'innovation avec un siècle de distance et de montrer que ces véhicules qui
du point de vue technique, du point de vue de l'ajustage des pièces et autres, ont beaucoup intéressé les ingénieurs qui ont retravaillé sur ce véhicule, pouvaient accompagner des projets de Citroën contemporains. Donc, je pense que les questions de sécurité n'ont pas permis à ce jour que le projet aboutisse. Alors l'autre que vous connaissez très bien dans la région, c'est le croissant d'argent. Vous voyez, tel qu'il était présenté, là on doit être à Saint-Jean-d'Angély juste après la Deuxième Guerre mondiale, enfin juste au début de la présentation des premières collections d'Audouin-Dubreuil, qui est fait dans la famille. Ariane Audouin-Dubreuil continue à construire les collections du musée de Saint-Jean. Oui, ce sont des photos que j'ai trouvées chez Olivier Morel, qui est restaurateur de métaux de formation et qui on va voir dans quelles circonstances, dans les années 90, s'est trouvé associé à la restauration du croissant d'argent qui est à Saint-Jean-d'Angély. Ce véhicule, donc, comme vous le savez, a été donné à Saint-Jean-d'Angély par Audouin-Dubreuil, puisqu'il était originaire de cette ville, et il était resté, comme on dit, dans son jus jusqu'au début des années 80. Il y a un acte administratif qui est posé au milieu des années 80, qui est un classement au titre des monuments historiques du véhicule. J'ai pas trouvé dans les dossiers d'explication convaincante de pourquoi ça a été classé monument historique. On peut imaginer, on est dans les années 80, il y a tout un mouvement d'intérêt pour ce qu'on appelle le patrimoine scientifique et technique, pour les bateaux, les avions, les véhicules, et donc on sait qu'il y a des campagnes, on essaie de repérer des objets de mobilité comme ça, un peu emblématiques, et donc c'est certainement dans ce cadre-là que l'objet a été classé. Alors, une fois que vous êtes classé, le véhicule n'est pas miraculeusement restauré. Ça a mis une dizaine d'années. Et ça, c'est une histoire intéressante et qui concerne directement la ville d'Angoulême, puisque c'est à l'initiative de la DRAC Poitou-Charentes, Dominique Villa, qui était conseillère musée à la DRAC, qui prend contact avec la ville de Saint-Jean-d'Angély pour suggérer de restaurer ce véhicule. Et elle reçoit le soutien d'un conservateur du musée d'Angoulême qui s'appelle Étienne Féot, qui est conservateur qui était des collections africaines du musée d'Angoulême, et qui a fait un travail formidable d'inventaire de toutes les collections d'art africain dans les musées de Poitou-Charentes. C'est un livre de référence pour tous les gens qui travaillent sur ces collections. Et évidemment, il était allé à Saint-Jean-d'Angély. Et il avait découvert les objets d'Audouin-Dubreuil et le croissant d'argent. Et c'est à son initiative que naît ce projet, je vous ai dit, d'exposition, que j'ai qualifié de fantôme parce qu'elle ne va pas aller jusqu'au bout. Mais donc c'est en préparation de l'exposition qui aurait dû se tenir à la Porte Dorée à la fin des années 90 qu'on débloque les fonds pour restaurer le croissant d'argent d'Audouin-Dubreuil. Alors l'exposition n'a pas lieu, mais ça a quand même... Alors oui, ça c'est les collections de Saint-Jean-d'Angély et ce qui est très intéressant, c'est de montrer toute la déclinaison des supports qu'il y a pu avoir, en particulier les jouets et les objets. Et là, dans l'exposition consacrée à l'expédition du Sahara, on voit qu'il y avait déjà des petites figurines à découper, enfin qu'il y avait cette idée que les enfants aussi devaient pouvoir participer à cette aventure. Et puis surtout, voilà, il y a aussi des choses très intéressantes à Saint-Jean-d'Angély, qui a reçu cette stèle qui était à Javel. Je vous ai dit que Javel petit à petit était démantelé. Et donc, au fur et à mesure que le site de Javel était vidé, il y a un certain nombre de reliques, là aussi, des croisières Citroën dont il fallait, entre guillemets, se débarrasser, ou leur trouver un point d'arrivée. Et c'est le cas, par exemple, pour cette stèle d'Henri Bouchard, que vous voyez aujourd'hui à Saint-Jean-d'Angély,
Et vous voyez à gauche une médaille commémorative du même Bouchard qui, elle, se trouve à la piscine à Roubaix. Alors pourquoi à Roubaix? Parce que les collections de Bouchard ont été données à ce musée. Et donc, c'est comme ça qu'on retrouve de la croisière, enfin de l'expédition Sahara, y compris donc à Roubaix. Et on trouve également, vous voyez, ce plâtre-là pour Monsieur Audouin-Dubreuil, en souvenir de la traversée du Sahara. Donc c'est ça qui est formidable dans le métier de conservateur, c'est que vous n'avez jamais fini de trouver des objets dans des endroits auxquels on ne pense pas forcément spontanément. Et donc il y a toujours un collègue qui vous envoie la photo en disant tiens, j'ai pensé à toi, j'ai vu ça, et vous découvrez donc des objets et des œuvres que vous connaissiez pas. Donc il y a voilà, puis vous avez évidemment cette autochenille que vous connaissez bien. C'est intéressant parce que pour les gens qui ne sont pas spécialistes, elle ressemble un peu à la réplique de tout à l'heure, sauf qu'elle, elle peut être déplacée, mais elle n'est pas roulante. Donc là, on est dans quelque chose qui est une œuvre de musée finalement, puisque c'est pas du tout une réplique, c'est une restauration. Et comment le restaurateur m'a dit que d'ailleurs il avait vu les deux, il avait vu le scarabée d'or et il avait vu le croissant d'argent, et il avait préféré restaurer le croissant d'argent parce qu'il trouvait qu'il y avait eu moins de... on ne sait pas ce que Citroën a fait du scarabée d'or entre le moment où l'armée le rend et puis les années 90 quand Olivier Morel arrive pour faire les restaurations. Donc, apparemment ils ont mis un peu de peinture, ils ont changé des pneus, ils ont fait des trucs comme ça. Donc il avait quelques doutes sur l'authenticité de certaines pièces et donc il a préféré restaurer, et donc ce monument historique restauré est aujourd'hui un élément fort des collections de Saint-Jean d'Angély, enfin une pièce tout à fait extraordinaire. Alors il y en a une autre, je ne sais pas si vous allez à Compiègne, au musée de l'automobile. Vous avez l'éléphant à la tour, qui est aussi un véhicule de la Croisière Noire, qui a été... alors là, vous voyez, il est sur sa caisse. C'était une exposition juste avant le Covid à Londres, une exposition consacrée à l'automobile. Et donc, le musée de Compiègne, le musée de la voiture, avait prêté son éléphant à la tour, oui, pour cette exposition. Et maintenant, il est dans le parcours permanent de l'exposition de Compiègne. Voilà, donc j'en suis à peu près à 1 heure, donc on va pouvoir s'arrêter là. Juste pour conclure quelques pistes sur la manière dont on peut réagencer aujourd'hui l'ensemble de ces traces des croisières. Vous avez vu que ces croisières Citroën ont généré des collections publiques, privées, des collections très très importantes, d'une nature très diverse. Je veux dire, des bobines de films, des photos, l'appareil Leica de Hart qui a été vendu en 21, tout ce qui peut constituer cette mémoire. La question, c'est, quand on réagence ces objets, qu'est-ce qu'on veut raconter avec? Alors, on peut être dans une perspective, j'allais dire, commémorative, c'est-à-dire que là, on arrive en décembre, enfin en 22, donc c'est ce que vous faites, c'est l'initiative que vous avez pu prendre ici, de rappeler que le premier, et rappeler l'importance de cette traversée du Sahara, dont on ne dira jamais assez à quel point elle annonce tout ce que la Croisière Noire va faire en matière en particulier de communication. Donc on peut être dans un cycle commémoratif où 22, 24, 31, on va pouvoir trouver à chaque fois des véhicules, des images, des objets qui permettront de rappeler ces raids, ces croisières, qui ont eu une importance considérable dans l'histoire automobile, dans l'histoire impériale de la France. C'est un mode qui, au fond, utilise parfois les mêmes dispositifs scénographiques que ceux des expositions initiales. On va retrouver ces objets qui ont été produits pour faire des expositions, ou ces images qui ont été produites pour circuler. Donc on peut les réutiliser dans cet esprit-là. Après, il y a une autre manière de raconter l'histoire, mais qui est un peu plus compliquée parce que vous avez moins de sources.
Là, j'utilise une métaphore cinématographique parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, moi, c'est par le film que je suis arrivé aux croisières. Quand vous voyez le film La Croisière Noire, alors je ne sais pas si vous aurez l'occasion de faire c'est une expérience. Hein, faut être bien accroché dans son fauteuil. Il y a certains passages un peu difficiles. Mais à un moment, vous dites, le truc qui va pas. Ils vont jamais à la pompe à essence et ils cherchent jamais leur chemin. Ça fait bizarre. C'est-à-dire que ces véhicules traversent des paysages où des peuples autochtones les attendent pour s'émerveiller de la voiture, de l'arrivée du blanc et de son automobile. Mais vous dites, ça n'a pas pu marcher comme ça. Ils ne sont pas partis avec des provisions, de l'essence pour faire toute la traversée. Et là, vous avez une carte de tous les points de ravitaillement et de tous les convois de ravitaillement. C'est comme le Paris-Dakar, en fait. Vous avez tous les points de ravitaillement qui avaient été prépositionnés pour les attendre. Enfin, il y a une logistique pour rendre possible ce que vous voyez à l'écran, mais que vous ne voyez jamais, évidemment. Et alors, cette logistique, elle met en branle les trains, les infrastructures coloniales existantes, les bateaux. Vous avez vous avez des listes entières. Vous aviez Olida qui était partenaire, les caisses pour nourrir tout ce petit monde. Vous avez toute une logistique que vous ne voyez pas, mais que vous voyez dans les archives. C'est pour ça que je vous montre cette carte, parce que on va montrer la carte du parcours. Mais on montre voilà, vous voyez, les zones de ravitaillement. Donc il y aura une autre manière de penser cette histoire à travers ce que j'ai appelé le hors-champ, tout ce que vous ne voyez pas, et en particulier toute cette logistique. Alors ce qui est intéressant, c'est que aussi bien dans les textes de Gide, le voyage au Congo, il y a cette idée que l'automobile, c'est ce qui va débarrasser l'Afrique du portage, que la plaie, c'est le portage, qu'il faut mécaniser le transport. Mais si vous regardez dans l'histoire, en fait, il y a plein de porteurs, y compris on a porté les véhicules en les démontant. Donc vous avez ce qu'on veut dénoncer, enfin ce qu'on veut supprimer en mécanisant les transports. En fait, le film n'aurait pas pu se faire si ces transports manuels n'avaient pas existé. Donc vous avez aussi d'autres technologies qui ne sont pas visibles, mais sans lesquelles on ne pourrait pas célébrer cette technologie moderne qu'est l'automobile. Donc c'est ça que j'appelle le hors-champ, et qu'on peut approcher dans les archives, et qui serait comment raconter l'histoire de quelqu'un qui... c'est un peu ce que fait le film La cloche tibétaine. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça vous montre que ça marche pas toujours si bien, quoi, que on n'arrive pas à traverser, qu'il y a beaucoup d'épreuves, et que c'est pas une marche glorieuse de véhicules que rien n'arrête. Et puis alors, il y a ce fameux film là, j'ai appelé ça des images à remettre en partage. C'est pas que de la théorie, on a des collègues qui prennent des extraits du film et les rapatrient dans les pays où ça a été tourné. Alors vous avez sans doute entendu parler des questions de restitution, de remise en partage de collections. C'est vrai des objets physiques, mais ça peut être aussi vrai des images et des films. Et c'est pas beaucoup plus facile, voire c'est peut-être plus compliqué même que les objets. Parce qu'aujourd'hui, voir la Croisière Noire, je veux dire, avec un siècle d'écart, il y a certaines expressions, il y a certains discours, il y a certaines images qui relèvent de ce qu'on peut appeler d'une forme de pornographie coloniale. Même si on pense qu'on veut des bouquins de Blanchard et tout ça, mais il y a des choses qui vraiment, dans la manière de montrer les femmes, de montrer certaines populations, sont difficiles à voir. Mais une fois qu'on a passé, j'allais dire, cette étape-là, il y a dans ces films quelque chose on pourra qualifier d'intérêt ethnographique résiduel. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été filmées. Je pense à un spectacle de marionnettes à Zinder, par exemple, donc au Niger, que des collègues donc ont été montrés à Niamey. Alors la première réaction est souvent une réaction presque de rejet, en tout cas, de dire c'est pas possible de regarder ces images. Mais en même temps, on ne sait pas, on pense qu'il y a il y a des gens qui ont été filmés, il y a des scènes qui ont été filmées, il y a des rituels qui ont été filmés, dont on ne sait pas si on ne peut pas aujourd'hui leur trouver une deuxième vie à travers un remontage, c'est-à-dire de prendre ces images comme une source,
et ne pas rediffuser le film tel qu'il est, parce que je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas imaginer une sortie en salle du film La Croisière Noire, mais il y a des extraits de ces images, alors qui d'ailleurs, comme je le montrais avec les objets, c'est-à-dire vous avez des jeux de correspondance entre les collections de photos, le film, vous pouvez pratiquement retrouver à quel moment ont été tournées certaines scènes, à quel endroit, certaines photos, donc remettre ça sur une base de données et voir si, en allant sur place, ça évoque une mémoire, ça permet de réactiver un souvenir. Donc voilà, ça s'est fait, je vous dis, pour le Niger, sur une portion du film. Évidemment, on a les mêmes problèmes que nos amis qui voulaient refaire la traversée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas retourner pratiquement. Enfin, il y a énormément de lieux par lesquels sont passées les croisières Citroën qui sont en zone noire du ministère des Affaires étrangères. Autant dire que vous n'avez pas d'ordre de mission pour y aller. Donc, on ne peut pas faire ce travail de remise en partage, ou alors il faut le faire à distance, ce qui est un peu plus compliqué. Mais voilà, donc il y a sûrement des manières de retravailler cet héritage. C'est un peu aussi ce qu'on essaie de faire au Quai Branly sur la mission Dakar-Djibouti, c'est-à-dire qu'avec des collègues des musées des pays qui ont été traversés par la mission Dakar-Djibouti, on peut, mutatis mutandis, faire la même opération avec Citroën, puisque, comme je vous le disais, c'est quand même des expéditions qui sont pionnières de bon nombre d'expéditions dites scientifiques. Voilà, puis je vais m'arrêter là et je vous remercie.